Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette première session de l'année 2021. J'en profite parce qu'il est encore temps et on peut encore se le dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une meilleure année 2021. D'accord? Qu'elle soit à l'image de 2019, 2018, 1998 parce qu'on était champion du monde pour la première fois, mais pas 2020. Voilà, ça c'est perso, c'est un message personnel. Voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de participer à la session et animer avec Nvidia. Merci encore à Nvidia. Merci à Nicolas et à Marmoud de vous prêter à ce jeu-là, de nous faire profiter également de ce que va proposer Nvidia autour de tout ce qui est GPU, DPU et notamment sur le projet Monterey. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, le projet Monterey a été annoncé lors du dernier VMworld 2020 et consiste tout simplement à adresser les nouveaux cas d'usage, les nouvelles architectures applicatives, notamment basées sur les cloud native apps, donc Kubernetes, microservices, notamment aussi avec les avancées technologiques autour de la 5G, on a plein de nouveaux cas d'usage qui émergent dans nos data centers, dans les sites Edge notamment. Et donc, il y a besoin un peu plus d'intelligence, un peu plus bas. Et on a besoin de tout simplement de repenser l'architecture du noyau de l'hyperviseur hyper connu depuis une quinzaine d'années qui est VSphere. On a besoin de refaire un petit peu tout ça. Et donc, c'est pour ça que le projet Monterey est apparu, de pouvoir déstager peut-être certaines opérations au plus bas. Et Nvidia va notamment apporter tout ça. Donc, je vais laisser Nicolas et Marmoud présenter tout ça. N'hésitez pas à intervenir pendant la session. Je vous invite à vous mettre en mute. Et par contre, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à vous démuter. Hein, on est entre nous, c'est la communauté VMUG. Je vais mettre, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté VMUG, donc le groupe utilisateur VMware, je vais vous mettre à disposition dans le chat. Je vais vous mettre un lien pour vous connecter au Slack du VMUG France. C'est là où on partage le plus d'informations. N'hésitez pas. À la fin de la session, on aura deux petites questions très simples. Donc suivez bien ce que va nous raconter Marmoud et Nicolas. On aura deux petites questions vraiment très simples, hein, et ça vous permettra de repartir avec un petit bon cadeau Amazon. Donc voilà, c'est l'histoire de marquer le coup. C'est les étrennes aussi en même temps. Donc, donc voilà. Donc je vais vous laisser la parole. Juste une dernière chose. La semaine prochaine, le 4 février, on a aussi une nouvelle session autour, par contre, de la partie réseau, donc avec NSX, et ça sera animé cette fois-ci par mon collègue Gaël sur la partie migration NSXV. Comme vous le savez tous, NSXV est plutôt sur sa fin, et donc là, on est en train de tout s'orienter sur des architectures à base de NSXT. Donc on aura un super webinar. Donc la semaine prochaine et après, sûrement courant février, au mois de mars, on aura des nouveaux webinars avec aussi des nouveaux partenaires qui vont venir. Et donc ça, c'est super sympa. Et notamment un des prochains webinars qui est en cours en tout cas, on est en train de finaliser la préparation. C'est Morpheus Data, donc qui est une CMP hyper connue, qui est d'ailleurs dans le Gartner, qui est souvent reconnu comme leader sur le marché. Donc on aura l'occasion en plus d'avoir cette session-là. Mais le sujet aujourd'hui, c'est Nvidia, les GPU, DPU, tout ça. Donc, Nico, Marmoud, à vous. Et merci encore en tout cas pour votre participation. Écoute, merci Noam pour l'opportunité et puis merci à tous d'être présents. On va essayer effectivement de répondre voilà, autant que possible à vos questions. On va présenter un petit peu d'une façon générale ce qu'on fait avec VMware, ce qui est disponible aujourd'hui, ce qui sera disponible d'ici quelques mois, effectivement, qui a été annoncé aussi bien à VMworld qu'à notre conférence GTC. Les deux étaient à une semaine d'écart. Donc on va essayer de couvrir tout ça et puis évidemment de répondre à vos questions. Pour me présenter, donc moi Nicolas Savides, j'ai rejoint Nvidia il y a quelques mois. Je suis en charge des partenariats avec les éditeurs de logiciels en Europe, donc en particulier VMware. Mon rôle est vraiment justement de m'assurer que tout le travail de R&D qui est fait entre nos deux sociétés est perçu, compris par nos partenaires et nos utilisateurs.
Et donc voilà, le VMUG et la session d'aujourd'hui s'inscrit totalement dans ce cadre-là. J'ai avec moi Mahmoud El Gomari. Mahmoud, je te laisse dire un petit mot et te présenter. Encore bonjour tout le monde, merci Nicolas. Mahmoud Gomari, je suis ingénieur avant-vente chez NVIDIA depuis 3 ans. Je couvre les technologies de virtualisation de GPU en data center. Je travaille énormément avec VMware, les avant-ventes VMware, les OEM, les partenaires, les clients sur l'implémentation des solutions VGPU en Europe du Sud et quel que soit le secteur d'activité. Donc, évidemment, je serai disponible pour toutes les questions techniques de sizing, de choix de GPU pour vous accompagner sur vos projets auprès de vos clients. Merci Mahmoud. Pour démarrer, avant de rentrer dans le spécifique à NVIDIA, donc on va parler d'intelligence artificielle et de tout ce qu'on fait avec VMware là-dessus. Donc on va laisser de côté aujourd'hui les parties VDI qui sont un autre sujet peut-être pour un autre jour. Mais juste pour poser les bases sur l'intelligence artificielle. Alors je vais pas faire un cours long, mais il faut pas. Quand on pense à l'intelligence artificielle, il y a parfois deux tendances. C'est soit on pense à Terminator et c'est pas le sujet. Enfin, il y a des choses beaucoup moins que ça. Soit on pense vraiment super calculateur, grosse machine dans un coin d'une université ou dans un labo de recherche. Et oui, ça existe, mais c'est loin d'être aujourd'hui les cas d'usage les plus fréquents. Aujourd'hui, quand on passe d'intelligence artificielle, c'est vraiment des cas qui sont présents dans pratiquement toutes les sociétés, toutes les institutions et peuvent s'appliquer partout. On va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter des tendances dans une donnée, dans des comportements de personnes, de machines, pour faire des projections en fonction des données passées, pour faire de l'aide à la décision, pour optimiser des processus, pour optimiser des flux logistiques, pour faire de l'analyse en temps réel d'images ou de vidéos. Voilà, on a par exemple des clients qui détectent en temps réel des départs d'incendie sur leur caméra de surveillance ou qui analysent des déclarations à la science. Il y a évidemment tout ce qui va être interaction humaine, ou imitant l'humain. Donc, si vous avez un Alexa ou un Google Home, c'est de l'intelligence artificielle. C'est les chatbots sur les sites en ligne. C'est aussi, par exemple, tout ce qui est recommandations que vous avez, du type vous avez regardé ça, vous aimerez ça. Tout ça, ça s'appuie sur l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des cas et des cas d'usage qui peuvent s'appliquer à pratiquement tous les secteurs d'activité. Et donc, d'où le besoin, effectivement, d'avoir des solutions qui s'intègrent à l'IT général, souvent sur VMware. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, nous, ces dernières années, entre NVIDIA et VMware en R&D. Si je prends une toute petite vue d'NVIDIA, et je ne ferai pas une présentation corporate détaillée, mais on vient évidemment du monde du jeu vidéo il y a des années, mais effectivement, ces 10 dernières années, on s'est vraiment focusé sur apporter de l'accélération hardware dans tous les cas d'usage, donc pas seulement pour la vidéo, mais dans les data centers classiques, dans l'embarqué, etc. Et donc tout ça, on le fait certes avec du hardware, c'est des cartes, c'est beaucoup de serveurs chez les OEM, on est embarqué dans les références de la plupart des OEM, dans quasiment tous les OEM du marché, de Dell à HPE, à Lenovo, à Cisco, etc. Et l'objectif, c'est non seulement de proposer du hardware qui apporte de la puissance, mais de proposer au-dessus toute une plateforme de développement, de déploiement pour faciliter l'usage, pour faciliter le développement d'applications, pour faciliter l'intégration dans un environnement existant. Et donc, on va parler beaucoup plus de plateformes pour l'intelligence artificielle, qui inclut une partie de hardware, mais surtout beaucoup de software, des kits de développement, des SDK, des frameworks, des modèles préentraînés, etc. On va y revenir.
Pour l'agenda, je vais dire quelques mots sur le partenariat au niveau corporate. Ensuite, on va parler un petit peu de la partie qui existe. Donc voilà, vraiment la partie virtualisation du GPU dans VMware, ce qu'on sait faire aujourd'hui dans les VM. Je suis pas sûr que ce soit sur le coup. Donc de ce qui se fait aujourd'hui en virtualisation classique, et puis on ouvrira effectivement sur un peu le futur, ce qui arrive sur Tanzu, le projet Monterey qui lui va pas tellement s'appuyer sur le GPU, mais va s'appuyer beaucoup sur le DPU, donc la partie NVIDIA Networking ex Mellanox, et donc tous les nouveaux cas d'usage que ça va pouvoir apporter dans les mois et les années à venir. Hop. Donc tout petit mot sur le partenariat. Si vous avez regardé VMworld, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Il y avait une jolie vidéo dans le salon entre nos deux CEO, donc Jensen Huang pour Nvidia, Pat Gelsinger pour VMware, sur leur intention d'apporter l'IA à toutes les entreprises. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire c'est sortir l'IA et tout ce qu'on a su faire chez NVIDIA ces dernières années d'un monde de spécialistes qu'on connaît bien, les data scientists, les spécialistes IA, les gens qui développent des modèles, mais qui sont historiquement parfois des équipes à part de l'infrastructure centrale des entreprises, et parce que les cas d'usage sont de plus en plus fréquents, ont besoin d'être attachés à un management IT standardisé, à des serveurs au format standard, etc. Et c'est là-dessus que s'appuie le partenariat VMware, c'est vraiment apporter toute cette accélération hardware, tout ce savoir-faire autour de l'IA, du développement, de l'analyse d'NVIDIA, dans le savoir-faire de VMware en termes de management, de déploiement, de scalabilité, etc. Donc ça va, si je prends une toute petite overview sur l'ensemble des solutions qui existent entre NVIDIA et VMware, on a des choses autour du VDI, évidemment beaucoup d'accélération GPU sur le graphisme autour d'Horizon, et ça fait des années. Beaucoup de choses autour de l'HCI, et ça c'est vraiment la partie héritée de Mellanox, sur l'optimisation des performances, de la latence, autour de NSX, de vSAN. Et de ces deux activités historiques, on va vraiment avoir annoncé à VMworld, c'est l'accélération sur tout ce qui va être data et IA en entreprise. Et puis la partie sécurité réseau avec Monterey, et c'est là-dessus, c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui. Voilà. Mais s'il y a des questions sur les autres parties, on pourra les prendre à la fin ou se faire peut-être une autre session, une autre occasion, un autre jour. On va parler des bases, c'est-à-dire ce qui est disponible aujourd'hui, donc toute la partie virtualisation du GPU et toute la partie virtual compute server qui permet d'automatiser ça et de déployer ça facilement sur la virtualisation sur vSphere. Encore une fois, on ne parle pas de choses futuristes qui s'appliquent à des entreprises spécialisées. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des entreprises qui ont sous une forme ou sous une autre un usage de l'IA. Encore une fois, voilà, ça va de la recommandation à l'optimisation des flux logistiques, à la détection de fraude, etc. Pratiquement dans toutes les entreprises, on peut trouver des cas pertinents d'accélération pour pouvoir apporter des services aux clients finaux, faire gagner du temps, automatiser les choses. Ça peut vraiment s'appliquer partout, et c'est une grande partie du travail que font nos équipes chez NVIDIA, c'est d'aider les clients à trouver les bons cas d'usage. Si on rentre un tout petit peu dans la technique, ça sort de mon domaine de compétences, donc je vais laisser Mahmoud et les experts en parler beaucoup mieux que moi. Mahmoud, je t'en prie, qu'est-ce qu'on appelle un virtual GPU? Merci. Donc, un virtual GPU, ce sont les technologies VGPU qui existent depuis 2007 avec la première famille de GPU, la famille Kepler, les K1 et les K2. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Pardon? OK. C'est pas pour toi. OK. Donc, en fait, ce slide qui permet de présenter, d'expliquer l'architecture VGPU. À gauche, on a une architecture virtualisée sous ESX standard que tout le monde connaît, à base d'accélération CPU.
On sait quelles sont les limites aujourd'hui de ce type d'architecture, notamment pour des workloads lourds, que ce soit de la bureautique avec Windows 10 et Teams. Teams requiert par exemple énormément de ressources GPU, la 3D, Katia, 3ds Max, SolidWorks, ou bien sûr depuis plus de 2 ans l'intégration de workload AI. On sait que bon, le processing CPU, il a ses limites et même pour de la bureautique simple, bah, la CPU, elle monte souvent à 100% dans un environnement VDI avec Horizon View, par exemple. À droite, on a l'architecture vGPU. Donc, de quoi est-elle composée? On a un serveur, donc OEM certifié. On a la liste des serveurs qui sont disponibles sur notre site que je pourrais vous procurer plus tard. Les serveurs certifiés GPU avec les GPU qui conviennent. Donc, ça peut être une T4, ça peut être une RTX 6000, 8000, une P40, une A100 si on fait que du compute, par exemple, ou une A40 nouvellement annoncée. Donc, X nombre de GPU dans notre serveur, bien sûr, vSphere, vSphere 67U3 ou 7.0 est supérieur pour supporter le vMotion. On télécharge les drivers vGPU à partir du portail NVIDIA Enterprise. Les drivers vGPU ne sont pas disponibles en download public, c'est-à-dire elles ne sont pas disponibles sur le site nvidia.com. Il faut que le client ou le partenaire crée un compte au niveau de notre portail NVIDIA Enterprise pour télécharger les drivers vGPU. À partir du moment où vous avez téléchargé les drivers vGPU pour ESX67 par exemple ou 7.0, vous les installez, donc c'est un VIB que vous installez sur votre serveur ESX. Vous redémarrez le serveur et à partir de ce moment-là, ces drivers auront la capacité de virtualiser la GPU physique, de la slicer, de la présenter aux machines virtuelles en tant que virtual GPU, vGPU. Et donc, chaque machine virtuelle, on va lui assigner une vGPU à partir de Virtual Center. D'accord? Et à l'intérieur de chaque machine virtuelle, on va installer les drivers vGPU, okay, qui vont activer les fonctionnalités Quadro, qui vont activer les fonctionnalités CUDA, qui vont activer les fonctionnalités DirectX pour, bien sûr, que l'utilisateur puisse euh, travailler dans sa VM Windows ou Linux, soit sur des workloads AI, compute, inférence, soit sur de la bureautique ou sur de la 3D, par exemple, s'il s'agit d'un projet de virtualisation 3ds Max, par exemple, ou Katia. Et bien sûr, le client Horizon View, si on veut faire de la visualisation, ou on peut se connecter à cette machine virtuelle s'il s'agit d'une machine virtuelle Linux avec SSH pour exécuter des commandes compute. Par exemple, on peut imaginer le cas d'un data scientist qui souhaite travailler juste en SSH et accéder aux fonctionnalités CUDA de la machine virtuelle, ou par exemple installer Docker et importer des applications containerisées à partir de notre portail NGC Cloud Portal ou par exemple plus tard avec Tanzu des applications Kubernetes. On a perdu Marmoud. Allô, oui. Vous m'entendez? Ouais, ça, c'est le principe des... Marmoud, on t'a perdu les 10 dernières secondes. D'accord. Donc là, est-ce que, bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Gardez en tête, donc, des drivers à installer au niveau USX, à installer au niveau de la machine virtuelle, des drivers à télécharger à partir du portail NVIDIA Enterprise Portal. Et bien sûr, ce modèle-là est sous licence. Ça veut dire que chaque machine virtuelle qui va démarrer
va prendre une licence vCompute Server, par exemple, au niveau d'un serveur de licence qui est sur votre réseau, donc un serveur de licence NVIDIA, et va libérer cette licence lorsque la machine virtuelle s'arrête, lorsqu'elle s'éteint. On peut passer au slide suivant. OK. Ouais, on peut le voir. Donc, deux cas de type d'architecture. Le premier à gauche, donc, ce sont les technologies VGPU. Donc, on va démarrer des machines virtuelles de size, de frame buffer identiques. Donc, imaginez que la GPU en bas, là, que vous voyez, ça soit une T4. La T4 est une GPU avec 16 Go de frame buffer. On va pouvoir, par exemple, démarrer 4 machines virtuelles avec 4 Go de frame buffer chacune. Chaque machine virtuelle, bien sûr, aura les fonctionnalités CUDA pour pouvoir accélérer des applications AI. D'accord? Donc, on va fragmenter la GPU physique, on va la fractionner en machines virtuelles avec des tailles de frame buffer identiques. D'accord? Sur le SX, bien sûr, on peut avoir plusieurs cartes. Par exemple, la T4 sur un serveur 2U en général, que ce soit par exemple chez un constructeur tel que Dell ou HP, on peut avoir 6 T4 et donc on va pouvoir démarrer sur la première T4 des machines virtuelles avec 4 Go de frame buffer, 4 machines virtuelles. Sur la deuxième GPU, on a un workload lourd, par exemple DA, et on va démarrer une machine virtuelle avec toute la GPU, ça veut dire 16 Go de frame buffer. Et sur les autres GPU, on va démarrer des machines virtuelles avec 2 Go de frame buffer. Et donc, on aura 8 machines virtuelles par GPU. D'accord. Tout ceci est piloté à partir du Virtual Center. Il faut être en vSphere Enterprise Plus. D'accord. Et effectivement, si je me rends compte que j'ai assigné des machines virtuelles avec 2 Go de frame buffer et que ce n'est pas assez, parce que c'est de l'AI, par exemple, ou c'est parce que c'est un workload qui nécessite une plus grande taille de frame buffer, j'arrête la machine virtuelle à partir de mon Virtual Center. Et là, dans ce cas-là, j'assigne à ma même machine virtuelle un profil VGPU plus important. Donc, on va dire, je passe de 2 à 4 Go de frame buffer. Et je lance ma machine virtuelle. Ce qui est vraiment très, très important à garder à l'esprit dans ce type d'architecture-là, c'est que dans les architectures VGPU, toutes les machines virtuelles qui démarrent sur une GPU doivent avoir une taille de frame buffer identique. Et ESX sait parfaitement gérer ça. Il sait démarrer des machines virtuelles avec des profils VGPU différents, même si j'ai plusieurs cartes au niveau de mon ESX. L'objectif, c'est que toujours, je démarre des machines virtuelles avec des tailles de frame buffer identiques sur la même GPU. Et dans le schéma de droite, là, ça, c'est plus des cas d'usage d'AI, de deep learning, par exemple, ou d'applications très, très lourdes telles que Dassault Systèmes Simulia, où là, je peux assigner à une seule machine virtuelle jusqu'à 4 GPU entières. D'accord? Donc, ça peut être 4 T4 avec 16 Go de frame buffer. Ça peut être 4 V100 avec 32 Go de frame buffer chacune. J'assigne à partir de mon Virtual Center mes 4 GPU entières, donc des profils VGPU. Je démarre ma machine virtuelle. Je travaille, je lance mon job de deep learning, par exemple. Et lorsque la journée s'arrête, j'arrête ma machine virtuelle et je libère les 4 GPU pour des workloads autres tels que les AI, par exemple, ou pour des workloads plus petits. Et donc là, je reviens au même scénario que j'ai dans le premier schéma. Next. OK. Donc là, très rapidement, la famille de GPU que nous avons. Donc, si je commence par la M10, en fait, ça fait plus de 6 ans que nous la proposons à nos clients.
vous pouvez l'utiliser pour faire de la bureautique. Un projet VDI, par exemple, avec Horizon View, que ce soit sur des OS Windows 10, par exemple, Linux, ou par exemple sur des OS type Windows Server 2019. D'accord? Bureautique, et c'est une GPU qui a 4 GPU physiques à 32, au total, elle fait 32 Go de frame buffer. On va l'utiliser pour des workloads de bureautique, knowledge worker. D'accord? Son inconvénient, c'est qu'elle est limitée à des serveurs ayant moins de 1 Tera de RAM. D'accord? Donc, si votre client vous dit, moi, mon serveur, il a 2 Tera de RAM, mon ESX, il a 2 Tera de RAM, la M10 ne va pas convenir. Il faut aller vers la T4. La T4 va donner 40% ou 45% de performance de plus que la M10. On va l'utiliser pour des workloads bureautiques, mais aussi on va l'utiliser pour de l'inférence. On a énormément de clients qui adoptent la T4 pour des projets d'inférence. Donc, en fait, par exemple, placer des caméras dans des magasins, par exemple, et ces caméras, euh, 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 évidemment, regarde ce que font tous les utilisateurs et filme ce que font tous les utilisateurs, et on va s'appuyer sur la T4 pour faire, par exemple, des études, voire comportementales, voir dans une galerie marchande, par exemple, combien de personnes se passent, combien de temps vont-elles s'arrêter devant tel magasin, etc., etc. Donc, c'est ça l'inférence. Ça marche très, très bien. La T4 est un excellent candidat pour faire de l'inférence et pour faire de la 3D, par exemple, type CATIA ou type 3ds Max ou Autodesk, par exemple. Donc, elle apporte beaucoup plus de souplesse et elle ouvre donc le scope à nos clients. Sur un serveur, comme je disais tout à l'heure, type, je ne sais pas si vous travaillez avec Dell, un R740, on peut avoir jusqu'à 7T4. On a par serveur, on a énormément de clients qui l'adoptent aussi pour des projets de virtualisation CAD avec plus de 6000 utilisateurs qui font du CATIA, par exemple, dans le monde de l'automobile. La RTX 6000 ou 8000, donc la RTX 6000 est à 24 Go de frame buffer, la RTX 8000 est à 48 Go de frame buffer. C'est des GPU qu'on va proposer pour des clients qui ont besoin de frame buffer importants, d'accord? Par exemple, dans l'oil and gas, type les gens qui font de la sismique, par exemple, les gens qui font du Schlumberger, par exemple. On peut l'utiliser aussi pour de l'inférence, mais c'est sur ces machines-là, ces GPU-là, on va les utiliser pour un nombre limité de VM, mais par contre, on a besoin de beaucoup de frame buffer, par exemple, à partir de 8 Go de frame buffer ou 16 ou supérieur. On va aller vers la RTX 6000 ou 1000. Donc, également, bien sûr, ce sont des GPU qu'on préconise pour les projets de rendering type 3DX Max, type Nuke, type V-Ray, par exemple, si on le souhaite. Après, on a aussi donc la A100 et la V100S. La A100 et la V100S, ce sont des GPU avec deux euh, qui supportent la double précision FP64. Donc, si vous avez par exemple des clients dans le monde universitaire qui travaillent sur MATLAB, on retrouve beaucoup MATLAB dans le calcul scientifique. Donc, souvent, ce sont des applications qui ont besoin de double précision. Donc, vraiment très, très important. Posez la question au client, est-ce que vous avez besoin de double précision pour savoir s'il a effectivement besoin d'une V100 ou une A100. La V100, on peut faire du compute et du VDI avec. D'accord? Par contre, la V100S, on va faire du compute et du VDI avec. Par contre, Windows et Linux, par contre, si on veut faire du compute uniquement sous Linux, bah là, dans ce cas-là, on va aller vers la 100. La 100, elle a 40 gigas de frame buffer. Évidemment, elle a plus de Q d'accord que la V100S. Il y a une version de A100 à 80 gigas de frame buffer. Sachez qu'aujourd'hui, sous vSphere, elle est supportée uniquement en mode pass-through. Elle n'est pas supportée en mode vGPU. Donc, compute, Linux, A100. VDI, Windows et Linux, d'accord, on va plus aller vers la V100. Okay, et sachant que toutes les deux supportent la double précision. Next slide, please.
Nicolas. OK, donc ça, c'est un tableau récapitulatif et qui permet de positionner les GPU. S'il s'agit d'un projet bureautique Windows 10, donc la Grid VPC, c'est la licence qui va bien pour de la bureautique Windows 10 avec Horizon View. On peut le faire avec de la M10 ou de la T4. Nous, on a plus tendance aujourd'hui, bien sûr, à orienter nos clients vers la T4. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus performante que la M10. C'est la génération Turing. Et on peut faire aussi des mixed workloads, par exemple du VDI, mais aussi de l'inférence si on le souhaite. Pour du CAD de 2 à 4 gigas de frame buffer, donc ce qu'on appelle l'entry level, le mid-range et le high-end. Donc là, ça, c'est le monde d'AutoCAD, de Revit, de CATIA, par exemple. Donc, on va proposer la T4, d'accord? Après, pour la 3D, mais avec des besoins en frame buffer très, très importants, par exemple pour du rendering, du rendu, 3ds Max, par exemple, on va aller vers la RTX 8000, 6000, la V100S si on a besoin de double précision, ou la 40, bien sûr, qu'on a annoncé à notre GTC, et qui sera bientôt supportée en mode vGPU avec vSphere. Je crois enfin, elle sera supportée avec vSphere 7.0 U2. D'accord? Donc très très bientôt à partir de mars et avril. Okay. Pour de l'inférence T4 ou A100, évidemment, bon, la T4, elle est moins performante que l'A100 parce que l'A100, c'est la génération Ampère. Elle est plus petite aussi, mais on a énormément de projets d'inférence avec de la T4 à partir du moment où 16 Go de frame buffer suffisent. D'accord? Pour le deep learning, on a la V100S, la RTX 8000, 6000 et la 100. La V100S, bien sûr, et la 100, elle supporte la double précision. La RTX 8000 et 6000, simple précision. Donc, posez la question toujours, est-ce que pour votre projet, monsieur le client, de deep learning, ou enfin vous avez besoin de double précision ou pas? Et après, pour de l'ASPC, on va plus s'orienter vraiment vers la V100S ou la 100. Et de cette manière-là, on peut répondre aux besoins de nos clients. Et bien sûr, je suis là, et Nicolas également, plus tard pour vous accompagner sur le choix de ces bonnes GPU. Donc là, c'est un tableau synthétique des différentes GPU. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, avec l'A100, on aura besoin du licensing vCompute Server. D'accord? Parce que vCompute Server, ça, c'est un modèle de licensing que nous avons mis à disposition à nos clients depuis 2 ans pour du compute Linux. Pas de VDI, pas de Windows. D'accord? Et après, bien sûr, toutes les autres GPU peuvent supporter les différentes éditions de licensing. On va rentrer plus en détail là-dedans. Vous avez les RT-Cores, donc qui peuvent être utiles pour du rendering. Donc la 40, bien sûr, elle donnera en gros 2 fois plus de performance par rapport à une RTX 8000 ou 6000. Les benches, ils vont bientôt sortir, ils seront disponibles. C'est pas le sujet aujourd'hui. La T4. Oui, je suis occupé là. La T4. La T4, 16 Go de frame buffer, qui marche très très bien pour de l'inférence. Et là, bien sûr, nous avons les différentes consommations en watts que vous avez. Comme vous pouvez le voir, la T4, elle a 70 watts, elle consomme 70 watts. C'est pour ça que sur un serveur type Dell 380, par exemple, Gen 10, on peut en mettre jusqu'à 6 ou voire 7. Et retenez en mémoire aussi que une A100 comme une A40, elles peuvent être connectées à un PCI Gen 4, mais aussi à un PCI Gen 3. Ça ne posera pas de problème, sauf si vraiment vous avez un workload AI qui sature la bande passante de PCI Gen 3. Next slide. Donc, vCompute Server,
Vraiment, c'est l'édition de notre licensing vGPU qu'on a mis à disposition pour des workloads AI et qui répondent vraiment à des besoins, soit bien sûr d'accéder à une machine virtuelle Linux et accélérer, travailler à partir de CUDA, sur CUDA, ou également pouvoir travailler sur des workloads containerisés, donc dans les environnements Docker ou également Kubernetes. Bien sûr, nous supportons une large édition d'hyperviseur. Sachez que nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement soit vSphere 6.7 U3 parce qu'il supporte le vMotion et vCompute Server le supporte, ou 7.0 bien sûr, si on veut aller vers un projet de virtualisation de GPU. Le modèle de licensing de vCompute Server est à la GPU physique, c'est-à-dire aujourd'hui sur un serveur, par exemple, qui a 3 V100, d'accord? Donc on va prendre 3 licences. Donc c'est un modèle de licensing à la subscription, 3 licences vCompute Server, et avec chaque licence, on va pouvoir démarrer jusqu'à 8 machines Linux licenciées avec vCompute Server. D'accord. Next slide. Top, top, top. Donc, bien sûr, les bénéfices de vCompute Server, bien sûr, c'est l'isolation des workloads. C'est-à-dire, premièrement, on va pouvoir fractionner la GPU physique en taille de frame buffer identique, d'accord. On a des policies de scheduling qui permettent une qualité de service. De cette manière, une machine virtuelle qui est démarrée avec vCompute Server ne va pas enrober tous les cycles GPU, donc de la QoS, d'accord. Ceci est bien sûr paramétrable au niveau de l'EUSX. Dans notre site de documentation vGPU, il y a bien sûr toutes les commandes qui sont disponibles et les différentes policies qu'on peut activer pour avoir de la QoS. Et bien sûr, vCompute Server, il va s'intégrer parfaitement donc avec les outils de monitoring de vSphere. Il va s'intégrer également avec VRops Operation Manager si on souhaite par exemple monitorer une plateforme accélérée avec les vGPU et sous licence vCompute Server, mais surtout aussi on va pouvoir importer dans nos machines virtuelles des applications containerisées, donc accélérées. Il suffit juste d'installer Docker dans la machine virtuelle à qui on a assigné une vGPU, d'accord, vCompute Server, et on va pouvoir télécharger à partir de notre portail NVIDIA NGC des applications accélérées telles que par exemple TensorFlow ou Python, et pouvoir bénéficier de l'accélération de ces applications-là en environnement full virtualisé. Et bien sûr, comme je vous l'ai présenté précédemment dans l'architecture, avec vCompute Server, on peut avoir de la flexibilité. Ça veut dire à une seule machine virtuelle, on peut assigner des tailles de frame buffer différents. On peut, à une machine virtuelle, assigner plusieurs GPU entières pour des workloads d'AI intensifs, par exemple. Mais aussi, on peut dire, la nuit, je lance mes tâches de deep learning, d'accord, sur ma plateforme entièrement virtualisée. Et la journée, j'arrête mes VM Linux et je démarre mes VM Windows pour faire, par exemple, du VDI bureautique ou pour faire du VDI avec de la 3D accélérée. Next slide. Donc, les fonctionnalités qui sont supportées avec vCompute Server, donc bien sûr, le VM sharing, donc c'est ce que j'expliquais, le fait de pouvoir démarrer sur une GPU plusieurs machines virtuelles de taille de frame buffer identique, d'accord.
Je peux faire de l'agrégation de GPU, donc c'est ce que j'en appelle le multi-GPU. Le NVLink qui est supporté, NVLink, on va l'utiliser en fait pour des gros datasets de deep learning et souvent toutes les applications de deep learning le supportent. C'est la capacité en fait de partager un dataset entre différents GPU pour accélérer le calcul HPC. Le CC et le Page Retirement, donc ça, ce sont des fonctionnalités qu'on va retrouver dans l'HPC et qui permettent de contrôler l'exactitude des calculs. Certaines applications le requièrent. Dans des environnements VDI standards, on va désactiver ECC, mais sachez que ce est supporté. Le support de NVIDIA NGC, donc la containerisation des applications avec Docker, c'est supporté et bien sûr, on va bénéficier de toute la scalabilité et de tous les bénéfices des architectures virtualisées sous vSphere et tout le monitoring qu'on peut avoir avec vRealize Operation Manager. Okay. Juste, en fait, aujourd'hui, ce qui n'est pas supporté avec les vGPU et vSphere, c'est l'Unified Memory. Donc ça, c'est des besoins vraiment une fonctionnalité que certaines applications requièrent en environnement HPC et aussi certains outils du Tool Kit qui sont pas de profiling, par exemple, qui sont pas supportés. Mais par contre, toutes les autres fonctionnalités de compute sont supportées en environnement vCompute Server avec les vGPU. Okay. Donc, ça, il y a des choses aujourd'hui qui sont supportées en full environnement pass-through, même avec vSphere. Direct RDMA, donc en fait, ça, cette fonctionnalité, on va l'utiliser dans des environnements HPC et on va l'utiliser si on a, par exemple, plusieurs serveurs et on veut que la communication se fasse à travers TCP et que la NIC revient dessus. Non, tu pouvais revenir à l'ancien. La NIC Mellanox puisse discuter directement avec la GPU. Vraiment, donc ça, c'est penser à des architectures HPC avec des architectures entièrement éclatées, accélération des workloads GPU pour de l'HPC et accès direct à la GPU à travers direct RDMA pour des workloads HPC. Donc ça, c'est supporté aujourd'hui avec les vGPU, d'accord, et avec vSphere. L'ASAN, aujourd'hui, donc c'est la carte qui va permettre de faire du deep learning en mode multi-instance. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des technologies vGPU et j'ai énormément insisté sur le fait que toutes les machines virtuelles, il faut qu'elles démarrent avec une taille de frame buffer identique, d'accord, et auquel, bon, bien sûr, on va appliquer des policies pour que on ait de la QoS. Ça veut dire que si je lance un job d'inférence dans la VM1, la VM2, elles ne s'en sentent pas lésées et toutes les machines virtuelles vont avoir une taille de frame buffer identique, d'accord? Ça marche très bien et c'est supporté aujourd'hui. Par contre, pour des clients qui ont vraiment des workloads d'AI très lourds et qui veulent démarrer des machines virtuelles avec des tailles de frame buffer différentes ou qui veulent des fonctionnalités, c'est-à-dire chaque instance, chaque machine virtuelle aura une instance complète de la GPU, on va pouvoir la fractionner avec les technologies MIG, d'accord? Et ces technologies MIG aujourd'hui ne sont possibles qu'avec l'ASAN, c'est-à-dire les clients qui ont par exemple des V100S, c'est pas possible, il faut être en ASAN. MIG et ASAN est supporté aujourd'hui en mode pass-through, d'accord? Par contre, en mode vGPU, il sera supporté avec ESX 67U3, donc à partir de mars ou avril, si tout va bien. Et bien sûr, vCompute Server, il sera là pour licencier des machines virtuelles, que ce soit avec de l'ASAN, que ce soit avec de la vSAN, en environnement multi-instance MIG ou pas.
et avec RDMA, si on a besoin de RDMA pour de virtualisation de workload AI de l'HPC avec des serveurs éclatés. D'accord? Next slide. Donc là, quelques mots effectivement par rapport à Direct RDMA, mais je ne vais pas trop insister là-dessus. C'est pas obligatoire pour faire de l'AI. Vraiment, on va l'utiliser dans des architectures HPC avec, on voudra communiquer que nos serveurs HPC puissent communiquer les uns avec les autres. Donc là, en fait, RDMA, c'est une technologie Mellanox qui est là pour réduire la latence et permettre un accès direct à la GPU à partir des ConnectX Mellanox. Et de cette manière-là, on offload la CPU et on donne un niveau de performance maximal. D'accord? NVLink, bien sûr, on peut l'utiliser. On n'a pas besoin de la couche RDMA pour utiliser NVLink. On va l'utiliser pour partager donc un dataset entre des GPU, d'accord, sur le même serveur. Et sachez qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications en environnement AI accélérées avec CUDA peuvent bénéficier des fonctionnalités NVLink. Donc, NVLink aujourd'hui, il est supporté sous ESX, que ce soit en mode pass-through ou que ce soit en mode VGPU. Next slide. Donc MIG, c'est ce que je disais tout à l'heure. MIG aujourd'hui, il a besoin de la 100. Il marche aujourd'hui avec la 100 et en mode pass-through. Par contre, si on veut travailler avec la 100 et les VGPU, là, dans ce cas-là, il faudra attendre ESX 70U2, donc mars ou avril. Et c'est la capacité, en fait, de donner, en gros, de fractionner la GPU physique, de donner à chaque machine virtuelle un bout entier de cette GPU. Et aussi, c'est la capacité de démarrer des machines virtuelles de tailles différentes, d'accord, au niveau de ma GPU. Donc, en fait, en gros, il y a des tableaux qui permettent de préciser cela. La mémoire de la GPU, elle est divisée par 8, d'accord? Et on a 7 compute, 7 streaming processing unit. Et là, en fait, on aura la capacité de faire de combinaisons entre ces computes et la mémoire de la GPU pour avoir des tailles de GPU différentes, enfin de tailles d'instances différentes. Et de cette manière-là aussi, j'ai la possibilité de garantir une qualité, une QoS optimale au niveau de ma GPU. Et un autre bénéfice de cela, bien sûr, sera la possibilité de démarrer sur ma GPU des workloads différents, d'accord, parce que je pourrais assigner des tailles de mémoire différentes à mes machines virtuelles. Ça marche aujourd'hui en mode pass-through, supporté. Par contre, en mode VGPU, ça sera supporté bientôt, enfin dans 2 mois ou plus tard. Ça va arriver vite. Next slide, ça va arriver très vite. Ouais. Donc là, en fait, ça, c'est une petite présentation. Donc là, c'est une machine virtuelle, c'est le Virtual Center, c'est les propriétés de la machine virtuelle. Donc là, on peut voir qu'on peut assigner un profil. Le premier, donc un grid A108C, donc ça veut dire que c'est une machine virtuelle en mode VGPU, elle va démarrer avec 8 Go de frame buffer, d'accord? Et si je regarde le deuxième, donc l'A10740C, bon, en gros, donc ça, c'est une machine virtuelle, je vais la démarrer en mode MIG et je vais pouvoir démarrer cette instance, d'accord? d'A100
et avec une taille de frame buffer de 40 gigas avec une taille de frame buffer de 40 gigas. D'accord. Donc ça, pour vous schématiser en gros ce que ça va être avec Tanzu et le support entier des vGPU en environnement Ampère. Next slide. Donc, rapidement, en fait, effectivement, avec vCompute Server, comme je vous l'ai dit précédemment, le support du vMotion, donc vCompute Server supporte le vMotion avec ESX 7 U3 et 7.0 et supérieur, bien sûr. Et à partir de là, je vais pouvoir, bien sûr, démarrer des workloads différents parce que je pourrais déplacer mes machines virtuelles d'un hôte à un autre, d'accord? Je peux dire, par exemple, un serveur, le premier serveur va faire du VDI standard avec de l'accélération 3D. Le deuxième serveur, je déplace toutes mes machines virtuelles qui font du VDI vers le serveur A et je vais démarrer avec vCompute Server des machines virtuelles qui vont faire du compute la nuit. Et là, le lendemain matin, j'arrête toutes mes VM Linux pour démarrer des machines virtuelles qui vont faire que du VDI. Sachez que les technologies vGPU, bien sûr, supportent HA, le High Availability de VMware. DRS n'est pas supporté, mais je crois qu'il sera supporté dans les mois à venir. D'accord. Prochain slide. Donc là, effectivement, en fonction des besoins, très rapidement, si j'ai besoin de deep learning et d'inférence, je vais aller vers vCompute Server. Je vais pouvoir faire de l'inférence avec de la V100, de la T4 ou de la 100, par exemple. vCompute Server pour des machines virtuelles Linux. Par contre, bien sûr, si j'ai besoin de workload bureautique, donc là, je vais aller vers un licensing VApps ou VPC. Je vous expliquerai la différence entre les deux. Et je pourrais le faire, par exemple, avec la T4 ou la M10. Et si j'ai besoin de faire du CAD ou si j'ai besoin de faire du VDI avec des machines virtuelles Windows et Linux pour accéder à des fonctionnalités CUDA, là, dans ce cas-là, j'ai la possibilité d'opter pour le licensing QuadroVid AWS. Donc, QuadroVid AWS est l'édition de licence qui intègre toutes les fonctionnalités de compute et de visualisation et qu'on va pouvoir utiliser pour des workloads sous Windows et sous Linux avec ou sans VDI. Next. Les différentes éditions de licensing, donc là, comme on peut le voir, vCompute Server, toutes les fonctionnalités de CUDA et du OpenGL dont j'ai besoin, le page retirement, le multi-GPU, le NVLink, est supporté avec vCompute Server. D'accord? Par contre, à partir du moment où j'ai besoin de faire de l'AI dans des environnements Windows, par exemple Windows 10 ou Windows 13 Server 2019, par exemple, là, dans ce cas-là, j'aurais intérêt à le faire avec une licence QuadroVid AWS. Comme vous pouvez le voir, l'édition QuadroVid AWS supporte tous les OS pratiquement et apporte l'accélération CUDA à toutes les operating systems. L'édition Grid VPC, c'est là on va l'utiliser pour des projets bureautiques Windows 10 standard ou Linux standard. Je veux accélérer Teams, je veux accélérer Office 365. Donc là, on va être limité à une taille maximale de 2 Go de frame buffer et à une résolution d'écran de deux écrans 4K. Au-dessus, il faut que j'aille vers un modèle de licensing QuadroVid AWS. D'accord? Et le modèle de licensing VApps, lui, je vais l'utiliser pour des VM Windows Server
terminal serveur et pour de la bureautique. Par contre, si je fais du Windows Server avec du CUDA, bah là, dans ce cas-là, j'aurais intérêt à aller vers une licence Quadro Vide AWS. D'accord. Pour vCompute Server, la taille de frame buffer minimale est de 4 Go de frame buffer parce qu'on considère qu'une VM pour de l'inférence, il faut qu'elle ait au minimum 4 Go de frame buffer. D'accord. Et au-dessus. Grid VPC, lui, par contre, il est limité à 2 Go de frame buffer. Gardez en mémoire le modèle de licensing pour les éditions Grid VApps, Grid VPC et Quadro Vide AWS, c'est un mode concurrent. Donc, à l'utilisateur concurrent et plus précisément à la machine virtuelle démarrée. Une machine virtuelle démarrée, elle prend une licence, elle va prendre la licence au niveau de serveur de licence et va la libérer quand elle s'arrête. Et le modèle de licensing vCompute Server, il est à la GPU physique, comme je vous l'ai précédemment dit. J'ai 3 GPU physiques sur mon serveur, bah, j'ai besoin de 3 licences vCompute Server et je vais pouvoir démarrer jusqu'à 8 machines virtuelles avec vCompute Server. Next slide. On conclut effectivement la partie sur la partie compute et management des GPU en vGPU. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? On va ensuite parler un petit peu d'NGC, donc l'automatisation des couches supérieures et software. Voilà, on est été un petit peu plus long que prévu. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là avant qu'on continue? Pas de volontaire? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques best practices à nous recommander pour le déploiement de la partie licence serveur? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Elles sont disponibles. Donc, en fait, je pourrais fournir de la documentation, mais vous pouvez mettre votre serveur en mode achat. Le principe, en fait, c'est du failover. Vous avez un serveur principal et un serveur de licence secondaire. Si le serveur principal il tombe, le serveur secondaire il va distribuer des licences pendant 7 jours, le temps que vous reconstruisez le serveur principal. Donc ça, c'est comment le serveur principal est sous cours et redondé. Et là, à partir du mois de mars, vous pourrez accéder à un serveur de licence au niveau du cloud et il sera entièrement géré par NVIDIA si vous le souhaitez. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question est-ce que je dois redonder mes serveurs de licence ou pas. D'accord. Du coup, le mécanisme de failover, il est intégré au serveur de licence. On n'a pas besoin de mettre un frontal qui va faire. Non, non, vous n'avez pas besoin, non, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et dernière question, est-ce que le licence serveur a besoin d'être connecté à Internet? Non, pas du tout. Donc, on peut importer notre licence et après, c'est nous qui gérons la distribution des licences. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Ok, parfait, merci. Merci à vous. Je vois qu'il y a une question dans le chat aussi. Quid de l'utilisation des TPU versus les GPU pour l'IA? Alors, je vais pas. Mahmoud, tu auras peut-être une réponse, mais pour moi, la principale, un des points importants, c'est ce que je disais au début, c'est au-delà du GPU chez NVIDIA, on fournit des plateformes. Et donc là, c'est ce dont on va parler aussi, c'est toute la partie software et NGC qui vient au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà du hardware, où on peut débattre des avantages et des défauts de chacun, sur les GPU NVIDIA viennent toute l'intégration software avec le stack VMware dont Mahmoud vient de parler. Et puis, par-dessus ça, va venir toute la partie automatisation des déploiements du stack IA, des applicatifs, les modèles préentraînés qui sont disponibles via NGC, on va en parler maintenant. Et je pense que il faut considérer le stack complet en termes de valeur. Et c'est là où on a un différentiel majeur par rapport à tous les concurrents. Tu as autre chose à ajouter, Mahmoud, sur cette question spécifiquement entre TPU et GPU? Non, personnellement, je ne suis pas un spécialiste des TPU. Peut-être qu'on pourra creuser cette question avec les collègues spécialisés dans l'IA, mais j'ai pas plus Je pense que d'éléments. il y a cette partie-là, vraiment, c'est l'écosystème et toute la plateforme qui va au-dessus, qui, à mon avis, a ses clés là-dessus, et toute la flexibilité qu'a le GPU aujourd'hui. Effectivement, on en a parlé, alors on parle d'IA aujourd'hui, mais voilà, on peut le mixer avec différentes tâches, plutôt vidéo, plutôt VDI, etc., quand il y a des besoins, et permet de les réallouer et de les faire tourner le plus possible.
Si on va sur la partie NGC, Marmoud, tu veux que je le fasse ou tu le prends? Oui, très rapidement en fait, parce que tu auras aussi probablement d'autres slides à présenter. Gardez en tête vous, vous- vous pouvez bénéficier gratuitement de plus de 700 applications accélérées de modèles entraînés à partir des applications qui sont disponibles, Compute, AI, Inference, au niveau de portail, notre portail NGC Portal. Vous téléchargez ces applications et elles sont automatiquement accélérées en environnement vSphere, que vous soyez en mode pass-through, que vous soyez en mode vGPU, et vous allez pouvoir bénéficier de mises à jour de ces applications-là pour pouvoir les exécuter dans un environnement Kubernetes, mais également dans un environnement Docker. D'accord? Donc, on a un catalogue de plus de 700 applications qui sont classées par métier, par secteur d'activité. On capitalise énormément dessus, on fait énormément d'efforts dessus pour vous simplifier la vie au maximum. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'installer manuellement TensorFlow et de voir est-ce qu'elles sont compatibles avec la version de CUDA que vous avez, etc., etc. Tout ce travail peut prendre énormément de temps. NGC Portal, vraiment, il est là pour vous simplifier la vie et garantir que ces applications que vous allez pouvoir exécuter seront accélérées en environnement pass-through ou en environnement vGPU. Tu peux passer la partie NGC, hein. Donc, ça, c'est l'exemple du catalogue d'applications que nous avons. Plus de 700 applications. Pensez à NGC si vous souhaitez aller vers un projet de virtualisation de GPU avec Docker. Donc, on va utiliser, bien sûr, nos architectures vGPU que j'ai présentées, une machine virtuelle. On assigne la vGPU à cette machine virtuelle, on installe Docker et on importe les applications accélérées à partir de NGC. Et sachez que NGC s'intègre parfaitement dans les environnements vSphere bon, très très prochainement avec les environnements Kubernetes. Ouais, Tu peux y aller. effectivement. Et effectivement, NGC, hein, voyez-le vraiment comme, si on le simplifie, hein, c'est l'App Store de l'IA. Ça vous évite tout le travail de trial and error ou de compatibilité entre la bonne version du driver, la bonne version du framework et la bonne version de l'application. Ça va automatiser tout ça, gérer les mises à jour qui vont derrière. Et c'est vraiment une partie importante, importante de notre valeur et aux utilisateurs. Donc ça marche effectivement complètement aujourd'hui avec les compute serveurs. Ça se déploie très bien en environnement VMware. Mais effectivement, aujourd'hui, donc NGC, c'est un catalogue containerisé. Donc, si ça se déploie dans une VM, ça va déployer. Enfin, on va le déployer sur un container qui existe dans la VM. Évidemment, VMware a son propre outil de management des containers qui s'appelle Tanzu. Et c'est une des annonces qui a été faite il y a quelques mois. C'est cette arrivée du support complet de NGC dans Tanzu, c'est-à-dire pouvoir déployer ce catalogue applicatif et tous ces bénéfices en termes de déploiement, de framework, de modèles pré-déployés, avec les outils de Tanzu, de pouvoir les monitorer, les manager avec Tanzu sans avoir un déploiement containerisé qui soit séparé de Tanzu. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, qui devrait arriver en tout cas en bêta dans les mois à venir et puis en version finale dans le courant de l'année. L'idée est effectivement vraiment d'apporter en plus tout ce que Marmoud a pu dire sur le support du GPU, du vGPU au sein des VM et au sein de vSphere, l'apporter donc à VMware Cloud Foundation et à Tanzu pour pouvoir déployer avoir exactement les mêmes fonctionnalités, le vGPU, la séparation hardware avec MIG, et bénéficier de tout ça, mais en environnement containerisé et container managé par VMware. Donc ça va passer. C'est vraiment l'idée, voilà, de pouvoir travailler sur les applications cloud native au sein de Tanzu,
Encore une fois, je disais souvent les applications, pratiquement toutes les applications d'IA sont containerisées, ou une grande partie. C'est souvent un déploiement qui a historiquement été fait à part. Le but, c'est de le rattacher à l'IT centrale, que les IT admins soient contents, pour que ce soit scalable, déployable un peu sur toutes les localisations. Donc c'est vraiment cette idée de l'intégration dans Tanzu, de pouvoir participer à ce que VMware appelle les modern apps, mais pouvoir intégrer dans ces modern apps toute l'accélération GPU qu'on sait fournir. Ça va passer notamment par la création d'un GPU operator, donc voilà, que vous voyez arriver ici dans le stack Tanzu. Donc ça, c'est le co-développement qu'on est en train de faire avec VMware. Donc c'est le GPU operator. Il y aura un network operator pour la partie Mellanox aussi qui va arriver, justement pour pouvoir proposer au sein de Tanzu tout le management du stack IA et avoir une plateforme unifiée sans avoir un déploiement indépendant ou séparé sur la partie container d'IA que vous avez pu faire avec NGC. Donc ça, encore une fois, ça c'est de la roadmap. Ça devrait arriver dans les mois à venir sur une première bêta. Je vous invite, les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais on aura notre prochaine conférence début avril. Je pense que ce sera un des sujets qui en fera partie pour en apprendre plus. Il y aura des sessions spécifiques sur le déploiement d'applications GPU sur Stack Tanzu. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y avait des questions juste avant cette partie-là. Ouais. Il y avait Cédric qui posait la question, est-ce qu'on peut mixer les versions de driver vGPU côté ESX, VM? En gros, qui peut le plus, peut le moins. Oui, on peut le faire parce que avec Grid 10, aujourd'hui on est à Grid 12, vous avez une intercompatibilité entre les drivers Grid 10 et Grid 11. D'accord? Donc ça veut dire vous pouvez avoir un vGPU manager en 10 et des VM en 11 et vice-versa. D'accord? Vous pouvez aussi avoir une compatibilité, une intracompatibilité, ça veut dire avoir un grid 10 au niveau de votre hyperviseur et des VM en grid 10.4, par exemple, en 10.2 ou 10.1. Ça, on sait le faire. D'accord? Par contre, nous avons réalisé Grid 12 il y a quelques semaines. Et Grid 12, lui, il comprend rien du tout parce qu'on a rajouté énormément de nouvelles fonctionnalités IA. Donc, lui, il ne discute pas avec les copains d'avant. En fait. Donc, si vous avez un projet Grid 12, il faut tout mettre à jour, hyperviseur et machine virtuelle. Machine virtuelle, ok. Après, il y avait une autre question de Patrick. Je pense que ça concernait plutôt sur le catalogue mis à disposition par NVIDIA sur les applications, tout ça. La question, c'était sur VMware on AWS. Est-ce que ça permet l'utilisation de ce type de solution? Est-ce qu'il y a déjà des offres? Alors, aujourd'hui, malheureusement, sauf erreur de ma part, mais VMware sur AWS n'a pas de host avec GPU. Je te confirme. Donc malheureusement, sur la partie vraiment managée par VMware, ça va pas être possible. Par contre, on a chez AWS des VM dans l'IA, ça va dans le C2, des VM qui ont du GPU disponible. Mais donc ça veut dire un déploiement à la main, quoi. Voilà. Mais effectivement, en environnement VMware sur AWS, malheureusement pas de host avec GPU à ce stade proposé par VMware. Je suis sûr que ça fait partie des discussions que nous avons avec eux. Ok, très bien. Bah, c'était les questions qu'il y avait en suspens. Voilà, c'est tout. Hop, et on va finir sur la partie sécurité réseau, donc celle qui va concerner Monterey. Donc Monterey, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de VMware dans la salle, mais essentiellement Monterey, c'est une des évolutions majeures de vSphere, et c'est essentiellement, grosso modo, le portage de vSphere pour pouvoir s'exécuter au niveau
du SmartNIC, au niveau de la carte réseau intelligente du serveur, et pas sur le CPU lui-même. Donc ça a plein d'avantages. C'en a un premier sur des questions de performance. Hein. Je veux dire, moins vous faites tourner les règles, enfin moins vous faites tourner ESXi, les règles de SX, les règles de vSAN sur le CPU, et plus vous avez de ressources pour faire tourner des VM. Donc ça peut permettre d'augmenter la densité, ça permet d'augmenter les performances au choix sur le host. Ça permet aussi de désagréger la partie virtualisation du serveur. Il n'y a pas à exécuter sur le serveur, c'est que c'est exécute sur la carte. Donc, ce qui fait que le serveur lui-même va être vu pratiquement comme une VM, et donc un serveur bare metal va pouvoir être géré par ESXi. Ça permet une isolation au niveau de la carte réseau, et donc ça permet aussi un niveau de sécurité plus élevé d'isolation entre les hosts, entre les VM, ce qui est par exemple super important chez un cloud provider où on veut éviter de partager le plus possible les ressources entre les utilisateurs. Et puis ça permet d'exécuter une partie du code directement sur le SmartNIC, ce qui permet aussi plein d'avantages. On peut imaginer le déport de plein d'applications. Donc, si on regarde ce que ça veut dire d'un point de vue NVIDIA, donc à gauche, vous allez retrouver l'environnement classique, comme il marche aujourd'hui sur à peu près sur l'intégralité des déploiements VMware. Donc, on travaille aujourd'hui, et donc le projet Monterey sera probablement pas une exclusivité sur les cartes réseau NVIDIA, mais le fait est que ça a été annoncé en collaboration avec NVIDIA, donc j'ai quand même bon espoir qu'on sera parmi non seulement les premiers, mais probablement avec les meilleures performances et les fonctionnalités les plus complètes. Donc, le marché où VMware va parler de SmartNIC, nous chez NVIDIA, on va parler de DPU. Donc, c'est vraiment la partie héritée de Mellanox, et donc la partie NVIDIA Networking. Nos DPU chez NVIDIA s'appellent Bluefield. Donc sont disponibles dès maintenant, hein, même si la partie Monterey n'est pas disponible, mais le Bluefield 2 qui sera compatible Monterey est d'ores et déjà disponible chez votre OEM préféré. On parle de DPU chez NVIDIA parce qu'on va non seulement inclure, en plus de la partie réseau, des parties compute, donc on a des cœurs de compute pour exécuter le code de SXi. On va avoir prochainement des cœurs GPU pour éventuellement exécuter des parties IA ou des parties accélérées par GPU. Et on parle donc de DPU, de Data Processing Unit, parce que c'est complètement programmable. On a tout un SDK, donc on parlait de CUDA tout à l'heure pour les GPU, ça s'appelle Doka pour le DPU. Mais donc le DPU Bluefield va permettre de programmer, d'exécuter, de développer des applicatifs qui s'exécuteront directement sur le DPU sans avoir besoin d'avoir accès aux ressources du serveur lui-même. Et donc une des premières applications, ça va être SXi, qui va s'exécuter sur le DPU NVIDIA grâce au Project Monterey. Et donc ça va vraiment permettre d'exécuter au niveau de la carte réseau, donc tous les services NSX, tous les services vSAN, toute la partie du management du host, d'avoir une isolation dure par rapport à la partie compute du serveur et au stockage qui va être sur le serveur lui-même. Et donc dessus, vous allez pouvoir faire soit tourner effectivement des VM classiques, mais surtout, vous allez pouvoir mettre sous le management VMware, y compris des machines qui sont habituellement bare metal. Et donc tout ça va être permis grâce à l'intégration entre le Project Monterey et le Bluefield NVIDIA. Donc ça, c'est évidemment hautement dépendant de la roadmap VMware. C'est a priori sur la seconde moitié de l'année. Encore une fois, aujourd'hui, les DPU sont disponibles. Donc le Bluefield 2 est disponible. On a annoncé le Bluefield 2X qui va intégrer, en plus de la partie compute, une partie GPU Ampère. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, on a le Bluefield 2 qui existe, qui a toute cette partie réseau compute, et puis on va ajouter une accélération GPU dans le courant de l'année. Mais si aujourd'hui vous êtes en train de bâtir pour vous, pour vos clients,
des architectures VMware qui sont prévues dans la durée sont déjà disponibles aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour exécuter Monterey à l'avenir. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous équiper. Les premières bêtas devraient arriver pareil dans les mois qui viennent en fonction du calendrier de VMware. Mais on est prêt aujourd'hui chez NVIDIA à accueillir le Project Monterey et donc tous les bénéfices qu'il y a en termes de sécurité, de performance, de management des hosts bare metal en plus des VM. Et donc voilà, vous offrir ça pour tous. Donc aujourd'hui, on a vraiment, si je prends un petit peu pour conclure, hein, mais si je prends vraiment l'ensemble du partenariat VMware, on va aujourd'hui avoir beaucoup de choses sur l'intégration du GPU dans VMware pour vous offrir les capacités d'accélération, de compute. Je vois pas le même prix qu'une carte réseau classique. Non, forcément, le DPU va être est pas au prix d'une carte réseau classique, même si l'écart est pas démentiel, mais ça va aussi se retrouver sur une partie d'augmentation de la densité sur les VM, etc. Donc on va s'y retrouver aussi sur des déploiements avec peut-être un peu moins de serveurs à l'arrivée. Donc c'est pas forcément l'équation économique est pas forcément mauvaise. Et puis on s'y retrouve aussi en termes de sécurité. Donc voilà. Donc dès aujourd'hui, effectivement, vous allez pouvoir déployer en VM, gérer vos vGPU, donc des applications accélérées par GPU en VM. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez déployer NGC. Vous avez tout un choix de GPU qui vont offrir des différents niveaux de performance, de consommation électrique en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Hein. Ça va être différent si on est sur un gros data center qui a besoin de grosse puissance de calcul, avec des serveurs à l'edge qui font un traitement plus léger, mais qui a besoin d'être au plus près de la donnée. On parlait du cas, par exemple, d'analyse vidéo sur les webcams, sur des caméras de surveillance, pardon, ça va se déployer dans chaque magasin ou chaque station-service, par exemple. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le vGPU va arriver ce qu'on fait aujourd'hui sur vSphere va arriver dans Tanzu d'ici peu. Et donc, pour vraiment manager tout ce stack qu'il y a directement avec Tanzu. Et puis pour faciliter le scaling, le management de tout ça, Project Monterey va arriver en complétant notre accélération GPU par le DPU pour à la fois bénéficier de tous les avantages de Mellanox en termes de réseau, de latence, de performance, notamment pour le stack HCI de VMware, et puis y ajouter tout le déport de SXI sur le SmartNIC pour prendre en charge le bare metal, pour augmenter la sécurité et les performances. Voilà un peu le résumé. Une grosse roadmap entre nous et VMware. Plein de choses à faire dès aujourd'hui. Plein de choses qui arrivent demain. Je vois la question, ou plus besoin de Hilodrag au profit d'un simple driver pour les SmartNIC. Alors j'ai pas nécessairement la réponse, mais je dirais que ça va dépendre aussi de la prise en charge que les OEM vont en faire, effectivement, parce que effectivement ça a des intérêts, mais voilà, l'intérêt du DPU, c'est notamment effectivement tout ce management qui va se faire directement avec la partie VMware. Donc ça devrait permettre aussi de simplifier certaines choses. Je vois une question, quid d'un sizing tool, quid de la gestion des drivers dans VLCM. Alors j'avoue que là, moi, je comprends, je suis pas sûr de sizing de tool. Pourquoi Mahmoud, toi, non, là, ce qu'il faut, c'est parce que ça, c'est du réseau pur. Idéalement, il faudrait peut-être une présentation avec nos collègues de Mellanox, parce que DPU, c'est vraiment le monde de Mellanox, donc c'est des spécialistes réseau qui seront à même de vous donner les bonnes réponses.
Ouais, là, je pense qu'on peut le reprendre, Thierry. Exactement. Je remets, je vais remettre nos coordonnées au démarrage. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner, Mahmoud ou à moi, pour creuser certains points. Effectivement, le sizing réseau, c'est un métier. On a des gens qui font ça, qui pourront parler. Voilà, j'ai parlé de l'apport du Bluefield pour Monterey. Effectivement, après, il y a les questions de sizing. J'ai pas parlé de ce que ça apporte déjà aujourd'hui, de toute la partie réseau et toutes les intégrations qu'on a aujourd'hui sur vSAN et NSX, parce qu'on a plein de choses aussi bien sur le SmartNIC que sur la partie switch de Mellanox, où il y a plein de choses intéressantes. Ça peut être aussi un autre sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions, soit en chat, soit vous pouvez enlever le mute. Écoute, en attendant que les gens se démutent et posent leurs questions, je vous invite, moi, je vais partager vite fait mon écran. C'est le moment où tu fais gagner des trucs, ça devient intéressant. Exactement, avant que tout le monde parte déjeuner. Voilà, donc vous voyez mon écran, j'espère. Oui, on le voit. Ouais, bah super. Donc il y a soit sur le chat, j'ai mis l'URL, ou soit vous scannez avec votre téléphone le QR code, vous allez accéder donc à une application, et je vous invite à le faire, et on va attendre. S'il y a des questions, allez-y. Je fais en même temps. J'ai le droit de jouer? Non, toi, t'as pas le droit. Moi non plus, mais je teste. Moi, je suis juste là pour voir valider parce que je connais les réponses du coup. Ok, il y a déjà 7 utilisateurs. Ok, super, c'est cool. Très bien. Donc, on va attendre que les gens se connectent tranquillement. Il y a des gens qui demandent le lien en direct. Ouais, je l'ai mis en direct, le lien. Moins que je l'ai pas bien mis. Non, je l'ai mis. En effet, je l'ai mis pour une personne. C'est pas sympa ça. Il y a du favoritisme. Ouais, c'est clair. Hop. Voilà, on a 10, 11. Eh. Il n'y a pas d'autres. On ne sait pas ce qu'on gagne en même temps. Ben oui, c'est ça, Cédric. On peut pas toujours tout savoir. Des fois, les surprises, c'est ça. Une surprise, c'est que tu sais pas. À ton anniversaire, à Noël, Cédric, tu savais pas ce qu'il y avait dans ton cadeau. Ah, ouais, c'est pareil. C'est une surprise. Voilà. Bon, allez, on va être. Je vais attendre les derniers. Je sens que Pierre-Laurent, tu vas être déçu. Je suis désolé, mais non. Allez, c'est parti. Vous avez 40 secondes maintenant. Ouais, c'est parti, mon. Non, voilà, sur votre écran, vous avez le quiz normalement sur votre écran. Comment s'appelle le catalogue applicatif containerisé développé par NVIDIA? Vous avez trois choix, soit NGC ou NVIDIA GPU Cloud, soit vous avez NGC uniquement, ou soit vous avez Bitnami. Ah, on voit on a 11 personnes qui ont répondu pour l'instant. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va passer à la question suivante. Alors, c'était en effet NGC ou. Voilà. C'est effectivement le nom complet. On a tendance à dire NGC parce que c'est l'habitude, mais son petit nom complet, c'est NVIDIA GPU Cloud. Allez, question suivante. Quel est le nom de la famille de DPU NVIDIA Networking Compatible Monterey? Est-ce que c'est Bluefield, la famille Adams? Est-ce que c'est Greenfield? Allez, vous avez plus que 30 secondes. Je dis que j'ai laissé la gestion de ces VM à la famille Adams, ça me paraît une bonne recette. La chose. Ouais. C'est ça, c'est la chose qui va prendre la VM, hop, l'emmener sur un autre serveur pour faire un petit vMotion. Exactement. Allez, 10 secondes. Bon, je pense quand même que tu l'as cité plusieurs fois. Surtout à la fin. C'était question. Ouais. Donc, allez. Hop. Oh. Ouais. Bon, donc on a 23% de fans d'HP.
Voilà. C'était en effet Bluefield. Bon, bah super. Donc, on a, je pense que c'est enregistré. On vous fera parvenir aux deux premiers, ceux qui ont répondu correctement et plus rapide. On vous fera parvenir, donc c'est une petite carte cadeau Amazon. Voilà. Donc, ça sera expédié par notre partenaire Eventif, hein, qui nous permet d'organiser également cette session-là. Donc voilà. S'il y a des questions, si vous avez des questions, démutez-vous, posez. Voilà, on peut poser toutes les questions qu'on veut. On est entre nous, donc allez-y. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bah écoute. Merci à tous. Ça n'a pas l'air, donc c'est très bien. Mais merci les gars, c'était très sympa. Merci Marmoud, merci Nico. Merci à vous. On transmettra évidemment le lien pour ceux qui n'ont pas tout vu, ceux qui ont loupé le début, donc le replay évidemment sur la chaîne YouTube. Il y a le Slack, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de Marmoud et de Nicolas. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Et je vous dis, pour ceux qui sont intéressés par NSXT, la migration, donc c'est la semaine prochaine avec Gaël en fin de journée à partir de 17h. Et ça sera aussi intéressant. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. Bonne journée à vous. Merci Nvidia. Merci Nico. Merci Marmoud. Merci Noam. Merci à tous. Merci, messieurs. À bientôt. Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Bye.